Variations sur l'esprit de Genève. En marge de la Société des Nations. J'ai montré l'esprit de Genève dans l'histoire genevoise, puis s'amplifiant tout à coup dans la SDN. Mais il continue de proliférer en des formes diverses et anime beaucoup d'autres institutions non officielles, spécialisées, qui s'efforcent d'appliquer en des domaines variés les méthodes de l'universalisme moderne. Parmi la soixantaine d'institutions internationales groupées aujourd'hui à Genève, il en est d'utiles et il en est de chimériques. Il en est qui appellent l'admiration et certaines le sourire. Sans entrer dans une énumération complète, je voudrais citer d'abord l'importante Union interparlementaire. Elle compte comme membres les députés et sénateurs de 38 États. Elle les rapproche au cours de sessions annuelles. Elle leur fait examiner ensemble des questions de politique étrangère ou de droit international. Voici le Bureau pour la défense des indigènes. Voici l'entente contre la Troisième Internationale qui mène une puissante offensive contre le bolchevisme. Voici l'Association maçonnique internationale dont on se représente aisément l'influence et les ramifications. Ajoutons l'Alliance internationale pour le suffrage et l'action civique et politique des femmes, l'importante, active et même virulente Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, l'Union mondiale de la femme pour la concorde internationale, la Ligue des femmes juives, etc. N'est-il pas réconfortant que les femmes, responsables de tant de conflits particuliers, témoignent un si grand zèle à assurer la paix générale ? D'autres de ces organisations ont des visées non plus politiques, mais humanitaires, telles que l'Union de secours aux populations frappées de calamités ou l'Union de secours aux enfants. Celle-ci, depuis 10 ans, a distribué plus de 100 millions or aux populations éprouvées de l'Europe centrale et orientale. Elle a également formulé la fameuse Déclaration des droits de l'enfant, dite Déclaration de Genève, qui constitue la charte de ce magnifique mouvement de générosité. Je ne veux pas oublier le Conseil international des infirmières, le secrétariat permanent des mutilés de guerre et anciens combattants, etc. Parmi les œuvres qu'on a qualifiées d'œuvres de moralité, je citerai la Fédération internationale des sociétés de tempérance, la Fédération abolitionniste internationale, la Ligue universelle pour l'observation du dimanche. Dans le domaine scientifique et éducatif, je trouve l'Institut d'organisation scientifique du travail, l'Institut de psychotechnique, l'Union internationale des étudiants, l'entraide universitaire, le Bureau international de l'espéranto, le Bureau d'études internationales. Et là encore, la liste n'est pas limitative. Certaines de ces institutions sont anciennes, ainsi le Comité international de la Croix-Rouge, dont j'ai déjà parlé, ou le Bureau international de la paix, antique conservatoire d'un pacifisme académique, ou bien encore l'Alliance universelle des unions chrétiennes, qui date de 1855 et rassemble 1 560 000 adhérents, partagés en 10 000 sections. D'autres institutions sont nouvelles, comme le Service international d'entraide aux émigrants, ou l'École normale internationale d'éducation physique, ou l'École internationale, ou le Bureau international d'éducation, sorte de station d'essai pédagogique qu'anime le désir de propager l'idée de paix à l'école. Certaines présentent une grande valeur intellectuelle, comme l'Institut universitaire de hautes études internationales, qui réunit des professeurs éminents, venant de pays variés, et des élèves qui ne sont pas moins divers. D'autres sont plus touchantes qu'efficaces, encore que pompeusement intitulées Œuvre mondiale de l'instruction par l'image ou Ordre de service théosophique international. Voici le Bureau international humanitaire zoophile, qui cherche à étendre au règne animal les sentiments et le devoir de la justice humaine. Et l'on peut supposer que la Commission internationale de l'enseignement mathématique ou l'Association internationale des étudiants aveugles ou le Bureau international du mouvement religieux et social Baha'i ne groupent que peu de personnes. Celles-ci, on les imagine dans une pièce meublée de graphiques flamboyants, de cartonniers presque vides, et s'exaltant au bruit de 2 machines à écrire. En revanche, la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants rayonne dans le monde entier et compte 300 000 membres répartis en 3 000 universités et collèges. C'est une des puissances de ce temps, puisqu'elle éduque le 6e de la jeunesse universitaire, en Extrême-Orient ou en Amérique, aussi bien qu'en Europe. Quant au Conseil international des femmes, il compte 30 millions d'adhérentes, réparties dans 35 pays,
et il cherche à réaliser ni plus ni moins que le bonheur de l'humanité par l'unité des pensées, des sentiments et des vues. Ces œuvres, encore qu'entraînées dans le sillage de la SDN, empêchent l'esprit de Genève de ne revêtir qu'une forme officielle. Elles le maintiennent en contact avec ses origines, c'est-à-dire avec l'initiative privée. Chacun est redevable de sa naissance et de sa vitalité à des ailes individuelles. Plusieurs d'entre elles l'empêchent aussi de virer à l'abstraction, car elles l'obligent à se réaliser dans des collaborations pratiques. Leur multiplicité montre la fécondité de la tendance qui les a fait naître. Genève leur doit d'être devenue, non seulement lors des grandes assises de septembre, lors des conférences douanières, économiques, du transit, du travail, du désarmement, de la coopération intellectuelle, des stupéfiants, et des congrès de toute espèce, mais dans l'existence quotidienne, une vaste coopérative, une centrale des échanges. Mieux vaut, pour leur propre avantage, que les institutions internationales soient fixées dans une petite ville où elles se développent en liberté. Une grande capitale les eût déviées, faussées, même involontairement, tout en soulevant contre elles les méfiances des autres pays. À Paris, à Berlin, à Londres, elles eussent subi l'influence, peut-être, des gouvernements, et perdues dans la masse, parues toutes petites, tandis qu'elles coexistent avec l'État genevois sans perdre de leur importance. Il ne les patronne pas, et elles n'attendent de lui que de la bonne volonté et des égards. Ils se sentent assez fiers de lui pour n'être pas obséquieux, elles sont assez conscientes de leur rôle pour se considérer comme chez elles. Ces diverses institutions groupent un nombreux personnel hétéroclite par définition. Ajoutons-lui les membres du secrétariat et du BIT et leurs familles, des journalistes de tout pays, des étudiants attirés par les manifestations internationales comme par les cours publics et les bibliothèques qui leur sont consacrées, les missions diplomatiques accréditées à demeure auprès de la SDN, le corps consulaire, des colonies étrangères, tout ce monde auquel se mêlent des Suisses curieux, amusés d'être des hôtes, dans les deux sens du mot, constitue un milieu composite et attirant, un ensemble social qui n'a jamais eu son pareil. Ce qui le fonde, c'est la diversité. On y voit des gens que leur dépaysement même rend solidaires. Différents d'origine, dépourvus de souvenirs communs, privés de traditions collectives, ils relèvent pourtant d'un même idéal et sur ce sujet, ils peuvent s'entendre, même en ne se comprenant pas. Et puis, quoique leur fonction les place au-dessus des patries, ils éprouvent parfois des nostalgies semblables, encore que tournées vers des horizons opposés. Car ils sont d'autant plus fervents de leur pays qu'ils en sont éloignés dans l'espace. Ils mettent leur coquetterie, leur fierté à le représenter avec honneur, peut-être parce qu'ils sentent qu'en abandonnant leurs traits nationaux, ils risqueraient, dans cette cohue bigarrée, de perdre jusqu'à leur identité personnelle. Et ainsi démontre-t-il qu'on peut être international sans être internationaliste et que l'accord avec autrui n'exige pas le reniement, bien au contraire. Il existait jusqu'ici des cosmopolites par oisiveté, par mondanité, par raffinement de culture. Ici, on est cosmopolite bourgeoisement, dirais-je, par obligation professionnelle, par nécessité de collaborer. Si j'ajoute que, depuis 10 ans, des mariages, des amitiés se sont conclus dans cette société hétérogène et qui pourtant se stabilisent dans ses variétés mêmes, on pensera qu'il est difficile de pousser plus loin l'enchevêtrement des caractères spécifiques. Ce type inédit d'existence et de pensée, il arrive que certaines personnes le pratiquent avec une aisance qui vous laisse rêveur, parce qu'on le croyait tout de même moins facile, moins normal. Au moment où l'internationalisme, cessant d'être théorique, se réalise sous mes yeux comme une chose naturelle, je m'étonne un peu. Dans des réunions d'étudiants, hachées de chants et de rires, d'où montaient tantôt des questions joviales, tantôt des informations enthousiastes, riches de confiance et de dévouement, j'ai rencontré des garçons qui ne ressemblaient pas à ma propre jeunesse et dont la tournure d'esprit cosmopolite n'avait rien de médité ni de voulu. Chez eux, c'était une forme plus large de la camaraderie, une compréhension spontanée. Ce que nous cherchons à définir, notre effort pour concilier, ou tout au moins pour juxtaposer, la jeune génération, j'entends celle qui vient à Genève, l'accomplit sans peine et y trouve un épanouissement plus complet. Elle a ses partis pris que nous ne partageons pas, mais les antiques préjugés de race et de langue semblent la laisser indifférente.
Je me suis demandé parfois si c'était par défaut de culture, ignorance des passions, ou bien aveuglement naïf devant la complexité du réel. Mais non, chez ces hommes de 20 ans, le nouveau caractère est si bien acquis qu'ils ne s'aperçoivent même pas de sa nouveauté. Ils ont intégré sous forme de réflexe instinctif ce qui est encore réflexion débattue chez leurs prédécesseurs. Ainsi, l'esprit de Genève, on ne se bande pas à le définir, on le vit. Par exemple, dans les grands déjeuners mensuels qu'organise le Club international, dans ses bals, ses réunions de musique, ou bien aux dîners nationaux du Cercle de la Presse, ou bien dans les entretiens par petits groupes que les Quakers ont institués pour faciliter les rapprochements, ou bien aux soirées de l'Anglo-Genovese Society, Society, de la Genfer-Gesellschaft für Deutsche Kunst und Literatur, de la Société d'études italienne, du Centre hispanique, du Foyer slave. Plus simplement, dans des bars autour de drinks aussi mélangés que les buveurs, chez Sintra devant un Porto, à la célèbre brasserie Bavaria tapissée de caricatures politiques et d'autographes, rendez-vous d'informateurs et marché aux nouvelles. Ou bien au golfe d'Aunet ou aux régates de la Belote, l'émulsion sportive y permet des rivalités qu'on dissimule sous un vernis anglais. Ces lieux de rencontre et d'autres vous habituent à causer avec des voisins qui ne vous ressemblent pas. Et mieux encore, et de plus près, dans des réunions privées. Au début, ce qu'il y avait de disparate et presque d'incompatible, chez des milliers de personnes recrutées sous tant de climats et soudain rapprochées, s'accusa. Des incompréhensions aggravées par le malaise de l'exil, des griefs réciproques opposèrent les étrangers entre eux et les opposèrent aux Genevois. Ceux-ci, qui tenaient à honneur, il y a un siècle, d'ouvrir leur salon à l'Europe, il leur arrive aujourd'hui de s'enorgueillir de leur tradition plus qu'ils ne songent à les perpétuer. Et quelquefois, par susceptibilité, par crainte d'être envahis par une horreur naïve du snobisme, ils n'ont pas montré la chaleur d'accueil qu'il eût fallu. Des fonctionnaires internationaux, de leur côté, ont témoigné que, pour la froideur dédaigneuse, ils ne craignaient personne. Puis tout se tassa. On consentit à se fréquenter, ou bien on renonça à se comprendre. On admit, par convention tacite, de ne pas s'en vouloir d'être singulier. On échangea des habitudes, on partagea des goûts esthétiques, on prit une moyenne pour les heures de repas. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un dîner d'amis compte autant de nationalités que de convives. Alors, la causerie, selon les interlocuteurs, s'éclaire de feux changeants. Les points de vue se multiplient, alternent. Dans des réunions si composites, il est nécessaire d'être plus informé qu'ailleurs, plus précautionneux aussi, car on ne risque toujours de heurter une conviction à laquelle on ne pensait pas, de raviver une blessure officielle ou secrète. Sous les propos aimables flottent entre deux eaux à peine visibles des susceptibilités ethniques, des rancunes. Mais la règle tacite veut qu'on se montre beau joueur. L'élégance consiste à ne jamais s'étonner d'usages étrangers ou d'idées exotiques, et la curiosité y paraît une forme plus raffinée de la courtoisie. Quant aux femmes, dont la beauté est une promesse de voyage, elles laissent voir une grâce nostalgique, bien propre à séduire. Alors que vos compatriotes vous semblent aisément définissables, elles réclament de s'expliquer d'abord, de raconter leur vie écoulée sous un autre ciel. Elles ont toute licence de la raconter à leur manière. Quel plaisir d'intelligence donnent ces confrontations sans cesse renouvelées, aux repères mouvants, mêlés de plusieurs langages, se référant à plusieurs littératures, libres et vives, puisque les préjugés y sont provisoirement suspendus, thèmes et versions de l'esprit, excitant contraste, et où la satisfaction de tomber d'accord est d'autant plus profonde qu'elle est plus surprenante. J'en reviens aux groupements et bureaux qui se sont installés à Genève et je m'arrête à l'un d'entre eux qui est venu les rejoindre en 1927. L'Institut international de christianisme social. Je le cite à part parce qu'il prête à quelques réflexions. C'est là le premier résultat de la grande conférence ecclésiastique de Stockholm où toutes les églises chrétiennes, sauf Rome, s'étaient donné rendez-vous. À ce vaste concile, le plus important depuis celui de Nicée, se rencontrèrent anglicans et luthériens, calvinistes et orthodoxes. Les délégués de millions de croyants, en robes noires ou revêtus d'ornements magnifiques, proclamèrent ensemble la faiblesse humiliante de leurs églises et leur volonté résolue de travailler à la paix entre les classes
à la paix entre les nations. S'étant mis sous la devise Life and Work, ils déclarèrent que le christianisme, individuel dans son appel à l'âme, était social dans ses applications. D'où la création d'un institut destiné, en liaison avec le BIT, à étudier les problèmes du travail et à recommander les solutions conformes aux enseignements de l'Évangile. Dans une intention voisine, à Jérusalem, en 1927, une conférence de toutes les missions protestantes prenait la résolution d'unifier la propagation de la foi, de lutter contre les impérialismes, d'évangéliser d'égal à égal les peuples de couleur et de favoriser la création d'églises indigènes. En 1928, à Prague, l'Alliance universelle pour l'amitié internationale par les églises, qui groupe tous ceux que le pape appelait, dans une encyclique récente, les panchrétiens, se consacrait à la cause du désarmement. Il est symptomatique que ces trois congrès, préparés depuis des années, réclamés et appuyés par des masses considérables, aient formulé un programme social, colonial et pacifique très semblable à celui de la SDN. Pour l'œuvre immense qu'elles ont délimitée, les mêmes églises qui, en 1927, toujours, s'occupaient à Lausanne de résorber leurs divergences dogmatiques, déclarent renoncer aux rivalités qui les opposent, essaient de s'entendre et de se connaître, se préparent à se fédérer. Elles ne chercheront pas à réaliser une unité qu'elles estiment humainement impossible et divinement inutile, mais une union où sans rien renier de son credo particulier, chacun apportera son effort et sa foi. Quel spectacle! À une même table eucharistique, des hommes qui ne croient pas de la même façon, mais qui croient tous en Jésus-Christ. Communier ensemble. Encore une fois, n'est-ce pas transposer sur le terrain spirituel le principe même de la SDN? Et dans le travail auquel elles se consacrent, les églises n'appliquent-elles pas des méthodes analogues aux siennes? Chacune demeure elle-même, mais toutes collaborent. Une volonté de concession et de compréhension les anime. À côté, au-dessus du groupement politique, va se constituer donc un groupement mystique et pratique. À la Société des Nations se superpose une Société des Églises. L'esprit de Genève, préoccupé du salut des hommes, mais qui ne le conçoit que sous l'angle universel, le voilà qui souffle à travers des milieux ecclésiastiques bouleversés par la guerre. Né du christianisme, il y retourne. Il ne se bande plus à inspirer des politiciens, des économistes, des professeurs de droit international, il cherche à pénétrer des âmes. Si souvent, au milieu du monde affreusement laïcisé, matérialisé d'aujourd'hui, les églises se sont senties de vieilles choses respectables et délaissées, qui présentaient la mélancolie un peu fastidieuse des ruines. Et voilà qu'elles décident d'intervenir, avec une ardeur étonnante, dans les choses d'aujourd'hui. Elles réclament qu'on les écoute, elles prétendent décider. Les conflits sociaux, les misères, les douleurs, elles ne chercheront plus à les consoler seulement, mais à les prévenir. Si la guerre menace, elles ne béniront plus les canons. Elles arrêteront les peuples au nom de celui qui s'est intitulé le prince de la paix. Du moins, elles le disent, elles s'y engagent. Et parce qu'en 1914, elles ont renié leur maître plus de 3 fois, elles demandent pardon aux hommes. Et après ces manifestes, que du dehors on peut juger platoniques, elles s'organisent pour mener une action d'ensemble, multiplier les échanges, se fournir réciproquement des appuis, même matériels. Est-ce que le christianisme va faire encore des siennes ? On s'explique fort bien que Rome ait fait défaut, quoiqu'elle y fût invitée de façon pressante, au concile dont je parle. Car Rome, c'est l'unité, unité de doctrine, unité de discipline, toujours plus étroitement resserrée au cours des siècles. Hors d'elle, point de salut. Son principe absolutiste est à l'inverse de la méthode de collaboration à égalité. La moindre variante, elle l'appelle hérésie et la condamne. Tandis que la catholicité réformée, celle qui se cherche depuis le Moyen-Âge dans des sectes toujours massacrées, depuis le XVIe siècle dans des discussions théologiques, la voici qui s'affirme enfin, non par la réduction à un seul type, mais par la fédération des variétés. Elle ne veut pas exclure, mais rapprocher. Est-ce à dire que l'esprit de Rome, antithétique de l'esprit de Genève, mais universel bien avant lui, préoccupé comme lui d'apostolat et de régénération, soit adversaire de l'entreprise politique et juridique poursuivie à Genève? Il serait absurde de le prétendre. Ce serait oublier l'admirable rôle d'arbitre et de pacificateur joué par les papes dès le Moyen-Âge. Ce serait oublier la théorie du droit des gens, le code de la paix et de la guerre formulé depuis des siècles par les théologiens, les philosophes et les juristes catholiques. Ce serait oublier que, de par sa nature et ses visées,
l'Église romaine est catholique, c'est-à-dire universelle. Saint Augustin le lui disait en termes touchants. C'est toi qui rapproches les citoyens des citoyens, les nations des nations, et qui, par le souvenir de leur commune origine, groupe tous les hommes, non seulement dans une société, mais dans une sorte de fraternité. L'Église romaine a été souvent fidèle à la mission qu'elle avait reçue de prêcher la paix entre les hommes, mission apostolique et internationale. Elle la prêche aussi en interpellant les autorités temporelles. Rien qu'à notre époque, le pontificat a multiplié les notes diplomatiques, les allocutions consistoriales, les encycliques qui définissent les règles chrétiennes de la justice et du droit, et il s'est constamment offert à jouer le rôle d'arbitre. 2 fois, il a tranché des litiges qui lui étaient soumis par des États. Lors des conférences de La Haye, le cardinal Rampolla n'hésita pas à préconiser l'arbitrage facultatif exercé par un organe permanent. En 1917, Benoît XV alla plus loin puisqu'il réclama, outre la réduction des armements, l'arbitrage obligatoire avec sanction internationale. En 1922, Pie XI, dans l'encyclique Ubi Arcano Dei, montra avec force la nécessité de rendre inviolable l'exercice du droit des gens. Le Saint-Siège n'a pas manqué de témoigner en diverses occasions sa sympathie à la SDN. L'Église de Rome est à forme monarchique. Elle a exercé, il y a bien longtemps, une hégémonie théocratique et souhaiterait sans doute l'exercer encore. Elle est spirituellement absolutiste, administrativement unitaire, ce qui la met à l'opposé de l'esprit et de l'organisation de la SDN. Mais elle peut collaborer avec elle, et en fait, elle l'a prouvé. Il est peu vraisemblable, d'ailleurs, que cette collaboration du dehors se transforme en une participation active. On ne voit pas très bien la puissance sacerdotale prenant parti pour ou contre des puissances temporelles ou contribuant, par exemple, à des mesures de répression politique. Mais il n'y aura jamais assez de bonne volonté pacificatrice dans le monde, et la première et nécessaire paix à obtenir, c'est bien qu'elle s'accorde entre elles. L'origine proche ou lointaine de tous les efforts de réconciliation, elle est dans cette parole insensée, jetée aux hommes comme une douloureuse raillerie. Aimez-vous les uns les autres. Mais si le christianisme a suscité le pacifisme, il est également son adversaire, ou plutôt son contradicteur. Je veux dire qu'il est le contraire de l'humanitarisme, car il ne croit pas, lui, que l'homme soit bon. Il ne croit pas que le progrès s'accomplisse automatiquement et sans retour en arrière. Il nous affirme et nous prouve que nous sommes pécheurs, et ainsi il dissipe toute illusion. C'est dire qu'il rend à la paix le plus grand des services. Rien ne servirait de combiner des accords diplomatiques ou commerciaux si l'homme se trompait sur sa nature véritable qui est égoïste, s'il méconnaissait la nécessité de se dominer et de se transformer, s'il n'écoutait pas, au-delà de ses intérêts, de son orgueil, de sa violence, le devoir difficile de ne pas nuire à son prochain. Les églises travailleront efficacement à la paix parce qu'elles sont pessimistes à notre sujet. Sans méconnaître l'importance des institutions et l'utilité des engagements réciproques, elles affirment que la réalité derrière est plus profonde, elles vont chercher la cause de la guerre dans le corps humain qu'elles veulent convertir. Un tel langage, dirait-on, n'est plus écouté par la foule. Est-on bien certain que la foule n'est pas prête à comprendre quiconque lui montrera que le problème de la paix est d'ordre psychologique ? Les églises travailleront efficacement à la paix parce qu'elles sont universalistes. Les valeurs de justice et de charité qu'elles proclament, elles les disent vraies jusqu'aux extrémités de la terre et pour quiconque. Elles déclarent que toutes les âmes sont immortelles et méritent d'être sauvées. Il n'y a ni grec, ni scythe, ni juif, mais Christ est tout en nous. Il n'y a ni grec, ni scythe, ni juif, mais Christ est tout en tous. Ces mots de saint Paul fondent l'internationalisme. Le christianisme est une religion de l'homme, de n'importe lequel, religion de l'esclave comme du souverain, qu'il libère également parce qu'ils sont également asservis. Religion du blanc comme du nègre, parce que toutes les races sont filles de Dieu. Il ne s'y attache pas, on ne devrait pas s'attacher à un système national ou social. Non qu'ils prétendent nous faire déserter notre classe ou notre patrie, mais ils nous rappellent avec une insistance qui parfois nous choque qu'il existe une partie commune à nous tous. Je crois en la Sainte Église universelle, proclament les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Enfin, les églises travailleront efficacement à la paix parce que l'empirisme des politiques à l'humanisme immanent des philosophes, elles ajoutent une transcendance. Les ententes de bonne volonté ne sont que provisoires parce qu'il leur manque un impératif.
Il ne suffit pas d'accorder une valeur utilitaire à la personne humaine, ni même de la considérer comme une fin en soi. Il faut, pour soutenir le zèle, les sacrifices, la foi, même parmi les défaites, parmi les démentis perpétuels, la rattacher, cette misérable et fragile personne humaine, à une cause qui la dépasse et l'accomplit. Qu'est-ce que l'homme, tout seul, et même s'il se reconnaît en d'innombrables frères? Une multitude d'atomes ne font encore qu'un atome. Ces possibilités de grandeur n'apparaissent qu'à l'appel d'une justification métaphysique. Privée d'absolu, la paix est sans fondement. Sous les platanes du quai Wilson. Je sors du secrétariat de la SDN où j'ai assisté à une séance de commission. Dans une haute salle vitrée, remplie d'un public attentif, j'ai suivi une discussion serrée, un entrecroisement d'opinions que le président s'efforçait de rendre convergentes. Je suis monté aux étages supérieurs dire bonjour à un ami, et j'ai traversé des bureaux où se poursuivaient, dans un recueillement studieux, des études et des calculs. Redescendu dans le grand hall, au milieu d'une foule bavarde, j'ai abordé des journalistes, des hommes politiques, le secrétaire de l'Union interparlementaire, le président d'une association universelle d'étudiants. Et sorti du bourdonnement de tant de gens pressés, qui, animés d'intérêts variés et contradictoires, pourtant collaborent, me voici seul sur le quai Wilson, à l'ombre des platanes. Alors avide de comprendre, et même d'espérer, préoccupé de ne pas céder à une ironie facile, me méfiant d'un excès de méfiance, inquiet pourtant de l'avenir, de bonne foi, je m'interroge. Une grande machine fonctionne, au rouage complexe, avec ses freins, ses volants, ses soupapes. Je le vois, je le sais. On vote des résolutions, on signe des pactes, on administre. Les États s'engagent, invoquent la justice, renoncent à la violence, s'intéressent aux malheureux, protègent la faiblesse. Hypocrisie, dira-t-on. Et, si l'hypocrisie fait œuvre de la raison et de la vertu, trop souvent défaillante, faut-il m'en plaindre? Oui, mais si un jour, soudain, un gouvernement s'étant assuré de connivence, déchirait les paperasses signées et s'insurgeait avec de telles menaces, de telles promesses, qu'il réussit à intimider, qu'il obligea à composer, qu'il obtint sa proie par le moyen rajeuni, neuf, éclatant de la force, et si les peuples lassés des lenteurs de Genève, séduits par un idéal inverse, se ruaient à la guerre, en dépit de leurs ministres épouvantés, si, obéissant aux orgueilleux instincts d'aventure et de haine, la jeunesse de demain dédaignait de délibérer et de comprendre, préférait simplifier tous les problèmes en les tranchant. Verrons-nous s'écrouler les institutions internationales parmi les cris des dactylos? Entendrons-nous leurs enthousiastes protagonistes avoués dans la débandade générale et la chute des décors, qui n'y ont jamais cru? On raisonne comme si tout le monde voulait la paix, et même comme si la paix s'imposait d'elle-même à la conscience humaine. Non, la paix entraîne des conséquences pénibles aux intérêts, aux amours-propres. Elle exige une victoire sur soi-même, alors que la guerre, en cela plus facile, suppose une victoire sur les autres. Les personnages officiels célèbrent tous la paix en style de cantate ou de harangue. Mais, dans l'histoire, a-t-elle jamais été autre chose qu'un répit, un interrègne de la guerre, le temps de refaire ses forces? Car l'amour n'est pas naturel à l'homme. Je veux dire que l'amour même, il le transforme en conquête, en cruauté, en guerre enfin. On reproche aux nationalistes la confiance qu'ils mettent dans les solutions violentes, leur ignorance de l'étranger, leur dédain des accords juridiques. Soit. Mais les partis de gauche sont-ils plus pacifistes? Sous couleur d'affranchir les peuples, la Convention les a massacrés et a déchaîné 15 années de guerre en Europe. En 1914, à peu près unanime, les socialistes allemands ont voté les crédits de mobilisation. En cas de victoire, ils n'eussent pas été les derniers à s'acharner sur les vaincus. Les socialistes italiens, aujourd'hui, sont tous devenus belliqueux. L'armée de la Russie communiste est formidable et ne demande qu'à se battre. À un certain degré d'exubérance vitale, les peuples, en dépit de leurs idéologies, sont impérialistes. Les États-Unis, qui ne craignent personne, prétendent se protéger contre tout le monde. Leur richesse, leur santé, leur bonne humeur, le sentiment de leur poids et de leur nombre, et jusqu'à la conscience qu'ils ont d'être pacifiques, les poussent à écraser l'univers. La SDN est basée sur le régime représentatif. Or, ce système perd de plus en plus de terrain dans le monde, attaqué de droite et de gauche. Elle fait appel à l'opinion, réunit des délégués qui délibèrent. Or, dans un nombre grandissant d'États, l'opinion est réduite au silence,
la délibération interdite. Partout, le parlementarisme s'étiole. Si l'idée démocratique se périme, que vont devenir les institutions qui s'en nourrissent? Une certaine notion de l'homme, une certaine parenté morale unissaient les peuples européens. Or, leur divergence idéologique s'accentue toujours plus. Comment s'entendre en politique quand les conceptions métaphysiques diffèrent au point de se contredire radicalement? L'individu est tout en France. En Italie, il n'est rien. L'anglo-saxon veut moraliser la conduite des États. Pour les Allemands, la morale ne concerne que les personnes privées. Ce ne sont pas que les langages qui ne se ressemblent pas, mais les réalités qui vivent sous les mots. Organiser la paix, non seulement sur le papier ou dans les bureaux officiels, mais dans les âmes, dans les mœurs, implique un accord sur l'essence de la civilisation. Cette exigence, qui s'en préoccupe? Toute organisation internationale est menacée par la conception excessive que notre époque se forme de l'État. À défaut de Dieu, nous rôdons un culte aux idoles. Un Dieu serait le même pour tous et ainsi nous unirait. Mais les idoles sont peintes aux couleurs de chaque tribu. Plus nous augmentons et gonflons et exaltons la notion de notre État, plus nous nous séparons d'autrui qui vénèrent un autre totem. Ainsi, l'antilibéralisme, de droite ou de gauche, impose la paix intérieure, mais, même sans le vouloir, il compromet la paix au dehors. Surexcitant l'adoration de l'État qu'il déclare apte à tout et maître de tout, il déprécie les personnes privées et les traite en éléments anonymes et subordonnés. D'autre part, s'il pourchasse l'individu, dont l'activité autonome et la raison particulière risquent d'affaiblir l'État, il manifeste également son hostilité à la SDN, puisqu'elle groupe d'autres États à égalité avec le sien, et porte ainsi atteinte à son caractère exceptionnel et sacré. Les deux ennemis que vise l'État hypertrophié sont donc l'individu, innombrable mais minuscule, et le groupement international, gigantesque mais maladroit et faible, avec lequel on ne saurait rompre, mais qu'on parvient à manœuvrer en attendant de l'immobiliser. Ainsi s'expliquent certaines attaques. En contestant ou en cachant les résultats obtenus par la SDN, on étouffe la confiance qu'elle pourrait inspirer et qui nuirait au dogme de l'omnipotence de l'État. Et l'on restreint la vitalité de la SDN en la plaisantant, en la défiant, mais plus sûrement encore en limitant son programme et en blâmant l'énormité prétendue de son budget, lequel, je le rappelle, ne s'élève qu'à 25 millions de francs or, soit la valeur d'un seul cuirassé. Note en bas de page. Un esprit libre et railleur, Monsieur de Madariaga, a calculé que le total annuel des budgets militaires du monde entier suffirait à faire vivre la SDN durant 6 siècles. Mais si les reproches de prodigalité semblent suspects, ils détournent les badauds d'une sorte de conspiration tacite des grandes puissances, dénoncée énergiquement par Monsieur de Jouvenel et Lord Cecil. Celles-ci, tout en ne perdant pas une occasion de proclamer leur attachement à une entreprise qu'elles ont fondée, en trahissent de plus en plus les intentions et en désertent le programme. On pose le principe d'une loi générale, égale pour tous, mais on conclut des accords particuliers qui suscitent la méfiance de ceux qu'on exclut. L'Angleterre refuse de souscrire le traité d'assistance mutuelle négocié par son propre représentant, et plus tard, elle déchire le protocole contresigné par son Premier ministre. À Locarno, elle s'engage un peu, mais décline de s'engager tout à fait. Il est contradictoire de pratiquer tantôt la politique de l'universalité, tantôt celle de l'isolement et de la contre-assurance. N'est-il pas regrettable que la France, justement empressée à célébrer les bienfaits de l'arbitrage, se soit abstenue jusqu'à présent de ratifier la compétence obligatoire de la Cour permanente de justice, alors que 16 pays, dont l'Allemagne, n'ont pas hésité à le faire? Ainsi, l'œuvre de la SDN, à peine commencée, demeure en suspens, à titre de promesse, d'échéances retardées. Les grandes puissances se sont déjà trop compromises pour revenir en arrière. Elles sont embarquées, et qu'elles poursuivent donc. Il ne fallait pas commencer d'appliquer des méthodes à la fois plus réalistes et plus rationnelles si c'était pour les laisser dépérir, car depuis 10 ans, elles ont agi et modifié les rapports entre les États. Les renier à l'instant d'en recueillir les premiers fruits, c'est s'obliger à revenir soit à la politique d'hégémonie, évidemment impossible, soit à la politique d'équilibre, laquelle a fait ses preuves douloureuses de rivalité et de surenchère. Coopération, hégémonie, équilibre, ces trois hypothèses seules s'offrent au gouvernement. Il n'y en a pas de quatrième. L'enjeu de telles incertitudes n'est autre que le sort même de notre civilisation. Celle-ci, ayons le courage de la voir dans sa réalité, fragile, à demi rompue, infectée d'angoisse.
excité par de perpétuels tâtonnements et retours en arrière, un doute mortel, effacer l'espoir d'unir les nations autrement qu'en groupes hostiles, renoncer à dégager une signification morale de notre interdépendance matérielle, quelle carence, quel suicide. Si vacillante soit-elle, à Genève, une foi brûle comme un lumignon. L'éteindre, c'est faire jaillir d'autant plus ample et attirante l'autre foi qui enflammera les peuples, le communisme. Car il faut opter. D'une part, l'effort de se comprendre et de se respecter réciproquement, en face, la volonté de haïr et de tout confondre dans le chaos. On a parfois taxé les procédés de Genève de révolutionnaires. Certes, sur beaucoup de points, ils rompent avec les précédents. Ils innovent, peut-être dangereusement. Mais faute de cette révolution pacifique, c'est l'autre qui s'accomplira. Si nous parvenions à analyser l'internationalisme de la paix, nous serions bien vite balayés par l'internationalisme de la guerre. L'effort des gens bien intentionnés n'aboutira que si l'on arrive à mettre l'opinion universelle du côté de la paix, et qu'elle ne s'y mette pas théoriquement, mais en pratique avec énergie. Or, l'opinion, fatiguée, égarée, cède de plus en plus à la passivité et au scepticisme. Elle se désintéresse d'institutions dont on ne lui montre pas le mécanisme et les méthodes, dont on lui dissimule les résultats. La coopération internationale ne doit pas être uniquement l'affaire des gouvernements ou des spécialistes. Il faudrait que les peuples y reconnaissent leurs meilleures chances de sécurité et de prospérité. On ne fera triompher les idées d'explication réciproque et de travail en commun que si elles se transforment en une exigence populaire, en une conviction de masse. La paix sera fondée le jour où l'homme dans la rue se sentira, ce qui est vrai, responsable de la paix, le jour où, chez le dernier des badauds, s'éveillera un embryon de conscience internationale. Cette extension des compétences eût paru abusive naguère. Elle le paraît encore à beaucoup de gens. Mais puisque l'humanité entière est devenue chair à canon, il me semble légitime que même le plus humble mortel s'efforce de conjurer le cataclysme qui l'anéantirait. Je ne crois pas à la fatalité historique, ou plutôt, j'attends qu'on me la démontre. La tentative d'organiser le monde sur un plan international n'est pas promise à un accomplissement ou à un échec nécessaire. Sa réussite dépend des chances diverses, et l'on a beau jeu à allonger la colonne des probabilités qui lui sont contraires. Dans l'autre colonne, celle des chances favorables, il faut tout de même inscrire et souligner ceci, qui donc, en Europe, au moins, aurait intérêt à reprendre sa liberté d'action, à recourir aux procédés de violence. Est-ce l'Angleterre, rongée par un chômage, qu'une guerre nouvelle rendrait plus effrayant encore? Est-ce la France, qui se déclare satisfaite de ce qu'elle possède et n'ambitionne que de durer telle qu'elle? L'Italie éprouve un besoin légitime de colonies et de matières premières. Peut-elle les obtenir autrement que par des moyens pacifiques? Qu'est-ce que l'Allemagne, surveillée de partout, appliquée à se refaire, pourrait attendre d'un conflit? Quant aux États de l'Europe centrale et balkanique, leur tâche la plus évidente est de se consacrer à eux-mêmes. Donc l'intérêt des peuples leur dicte d'être fidèles à la SDN. Une dérogation aux engagements qu'ils ont pris, car ils se sont engagés, se traduirait pour eux en mécompte, en malheur, peut-être en catastrophe. Intérêt qui n'est pas que politique ou matériel. Le groupement général des nations permet à chacune d'elles de déployer dans une sphère plus vaste ses qualités ethniques. Car derrière les gouvernements et les dépassants, les génies des races en présence apparaissent. Ils trouveraient, à collaborer, l'occasion de s'accomplir totalement. Sans doute est-il hasardeux de caractériser en quelques mots ce qui fait l'essence historique et morale d'un peuple. Tout de même, moins attaché à l'idée du droit, qui est romaine, qu'à l'idée de justice, qui est biblique, le génie anglais a repris dans le monde le thème de la croisade. Croisade de la conscience contre l'esclavage des nègres, contre la traite des femmes, contre l'alcoolisme. La Ligue, rien que ce terme implique une coalition en vue d'un idéal à atteindre, est pour l'anglais une tentative de moralisation collective. La suppression de la guerre signifierait un perfectionnement de la conduite. Contresigner une charte qui garantit les libertés individuelles, c'est bien prolonger la ligne essentielle de sa destinée. Il trouve dans la fidélité à la parole donnée une satisfaction de nature chevaleresque. Depuis Saint-Georges, l'anglais conçoit la vie comme un combat entre le bien et le mal, qui fait appel à sa droiture entreprenante. De plus, l'Empire, qui est une League of Nations en raccourci, l'a habitué à voir grand en proportion de toute la terre. Il sait fédérer des États sans trop aliéner leur indépendance. Et parce qu'il se répand sur toute la surface du globe, ce marin
n'a pas l'obsession de la frontière terrestre, de cette barricade qui vous protège mais vous cache les autres. Quant au génie français, il est par essence universaliste. Ce qu'il conçoit, il le conçoit en fonction de tous les hommes et il le leur rapporte. Pour fournir son plein rendement, quelle merveilleuse occasion que Genève, où le monde entier est offert à sa parole. D'autant plus qu'il est sociable, qu'il se plaît aux relations, aux entretiens. Génie non de sauvagerie et de solitude, mais de liaison et de courtoisie. S'il se déclare foncièrement juriste, c'est parce que le droit règle des rapports. Moins sentimental que l'anglais et plus raisonnable que pathétique, le français, dont les maîtres sont des moralistes sans moralisme, tire parti de l'infirmité humaine, qui l'amuse d'ailleurs, plutôt qu'il ne prétend la transformer. Son ingéniosité analytique, sa capacité de poser les problèmes en termes exacts, y trouvent leur juste emploi. Détestant la surenchère et la confusion, où versent parfois les réunions internationales, il apparaît presque seul à pouvoir en dissiper les brouillards. La SDN a besoin du génie de la France parce qu'il est unique pour mettre en ordre et en forme, parce qu'il est un génie d'architecture qui vise toujours à l'équilibre. Il élimine la prolixité, l'emphase, l'inutile, l'absurde. Il conçoit précisément et il rédige avec éclat. Pour comprendre, il faut définir. Comment y parviendrait-on mieux que dans cette langue admirablement théorique, honnête, jusque dans sa syntaxe, transparente par loyauté, amoureuse de la maxime, et qui doit moins aux instincts, même généreux, qu'à la rectitude d'une intelligence qui ne se dupe jamais. Les Italiens, bien que pour la plupart, ils préfèrent aujourd'hui se réserver à eux-mêmes, possèdent trop profondément inscrite dans leur âme la double tradition romaine pour se détourner d'une entreprise universelle. Sur ce théâtre élevé, au-dessus des peuples, ils peuvent déployer leurs magnifiques hérédités césariennes. C'est à l'Empire qu'on les convie, à un empire, il est vrai, collectif, mais il n'en est plus d'autre de possible. Comme leur précieux réalisme, leur adresse à combiner leur divination du possible et aussi leur sensibilité vibrante de gentillesse sont nécessaires à Genève. Et que leur puissance d'émotion, de lyrisme, de raillerie serait utile pour réchauffer un idéal trop souvent décoloré, ramené à des éloquences officielles. Eux qui ont fondu en une nation homogène des États jadis divers et très particularisés, comment ne s'intéresseraient-ils pas à une œuvre qui ressemble à la leur et qu'ils ont en quelque sorte préparée ? Un théoricien du fascisme a écrit « L'Italie contre l'Europe ». C'est oublier généreusement la dette que l'Europe a contractée envers l'Italie et ce qu'elle attend d'elle. C'est méconnaître aussi que l'Italie, au contact de l'Europe, peut encore grandir. Quant à l'Allemagne, empire du milieu, longtemps elle se plut à comprendre les œuvres et les races qui lui étaient étrangères. Elle y apportait, au cours d'investigations patientes et minutieuses, une étonnante plasticité qu'on retrouve dans la souplesse d'un idiome apte à toutes les traductions. Génie de synthèse, non pour le simple plaisir d'abstraire, mais afin de reproduire le mouvement total et compliqué de la vie, avec sa fécondité inépuisable, génie qui accepte les antinomies et les roule dans une incessante et multiple transformation. Au sein d'une assemblée internationale, et alors qu'il ne s'agit plus de commander mais d'organiser et d'interpréter, l'Allemagne pourrait reprendre son antique habitude et satisfaire sur ce plan supérieur le besoin de grandiose qui l'a longtemps tourmenté. D'autre part, si l'on considère que, durant des siècles, le système fédératif a paru le mieux correspondre à ses nécessités psychologiques, on mesure l'expérience qu'elle apporte aux autres peuples. Cette agglomération de villes et d'États extraordinairement inégaux, où chacun avait sa voix et son accent. L'Allemagne lui impose aujourd'hui une centralisation toujours plus serrée. Mais justement, des facultés que, du fait de cette évolution, elle n'utilise plus désormais chez elle, trouveraient un excellent débouché à Genève, où s'élabore un idéal moins latin que germanique et anglo-saxon de groupement fédératif. Cette brève esquif, il serait vain de l'approfondir. Elle suffit à montrer que les nations se manifestent d'autant mieux qu'elles collaborent. Comment se détournerait-elle de possibilités aussi flatteuses, aussi avantageuses, qui leur permettent de s'affirmer elles-mêmes au bénéfice de tous ? Une comparaison permanente les développe et les enseigne. Car ce qu'il y a d'étroit, quelquefois, et même de provincial jusque chez les grands États, se perd au contact d'autrui. On y apprend l'humanité, sans cesser d'être soi, on combine sa valeur à d'autres qui la mettent en lumière. Et puis, à toutes les critiques, à tous les funestes prophéties qui accablent la SDN, j'ai envie de répondre. Eppur si muove. Repassant tant de raisons de craindre,
J'y oppose la simple constatation d'un fait. En dépit des méfiances, des moqueries, des ignorances, depuis 10 ans, malgré leurs faiblesses et leurs fautes, les institutions internationales vivent, se fortifient et rendent des services. N'est-ce pas la meilleure preuve qu'elles correspondent à des besoins réels et qui vont grandissant? Chaque mois écoulé sans guerre représente une victoire. Peut-être le drame secret de notre temps est-il de gagner de vitesse les déesses malfaisantes. Réaliser la République européenne un seul jour, s'écria Rousseau, c'est assez pour la faire durer éternellement. Faible encore, contesté, parfois détesté, l'esprit de Genève est sans doute exposé aux démentis de l'histoire, de même que toute chose vivante est à chaque minute en danger de mort. Mais nulle catastrophe ne le ferait périr à jamais, car il porte en lui l'espérance indomptable des hommes, c'est-à-dire un principe de résurrection.